On va donc commencer avec vous, Éric Coquerel. On imagine qu'en venant pour participer à cette émission, vous avez lu la lettre du président de la République. Qu'en retenez-vous que selon lui, la suite doit s'écrire sans vous? Alors déjà, il ne nous cite pas. Je dis ça comme ça parce que c'est une précision, donc on peut le traduire que c'est sans nous, mais je ne le vois pas écrit. Ça a son importance parce que si vous vous souvenez, entre les deux tours des élections, vous avez des personnalités du camp macroniste qui avaient dit, qui avaient continué à vouloir faire le nini, bon, qui pour moi était une manière de continuer à banaliser le RN et éventuellement lui donner une majorité. Et le président de la République et Gabriel Attal avaient refusé ça. Donc pour l'instant, dans le courrier, ce n'est pas noté. Il ne parle pas des extrêmes. Il ne parle pas de LFI. Il parle des forces républicaines, voilà, mais il a souvent dit par le passé que vous ne faisiez pas partie de l'arc républicain. Oui, mais moi j'attends de voir ce qu'il pense maintenant. Parce que je vous l'accorde, l'ambiguïté existe. Je vous rappelle qu'il y a au moins une cinquantaine de députés aujourd'hui macronistes qui sont élus grâce aux électeurs de cette force France Insoumise, qui manifestement est suffisamment républicaine pour permettre que le Rassemblement national ne gouverne pas et qui est même suffisamment républicaine pour aller porter leur voix face à des adversaires politiques dont ils pensent que c'est quand même préférable par rapport au danger de l'extrême droite. Peut-être qu'on peut s'arrêter justement quand même sur les mots précisément d'Emmanuel Macron ce soir, qui commence par dire que personne ne l'a emporté. Aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante et les blocs ou coalitions qui ressortent de ces élections sont tous minoritaires. Évidemment, personne ne l'a emporté, vous ne serez pas d'accord. Mais sur ce qu'il dit derrière, aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante et les blocs ou coalitions qui ressortent sont tous minoritaires. Ce constat, vous le partagez ? Pas vraiment, et puis manifestement, il ne le partageait pas en 2022. Je cite Emmanuel Macron, j'ai été chercher un tweet de Jean-Luc Mélenchon, vous voyez, des fois j'ai des bonnes lectures. Ces élections législatives ont fait de la majorité présidentielle la première force politique de l'Assemblée nationale. C'est Emmanuel Macron, en 2022, face à la majorité relative de son camp. Et maintenant, personne ne l'aurait emporté. Donc, on ne peut pas dire quelque chose à un moment et dire l'inverse quand ça ne vous satisfait pas. Voilà. Moi, ce que je vois dans cette lettre, c'est la négation de ce qui s'est exprimé dans ce scrutin. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que les Français se sont mobilisés à presque 70% de participation. En tout cas, jamais depuis 80 on avait vu ça. Et si on leur vole la signification du scrutin, je pense ça extrêmement problématique pour la suite et pour la démocratie. Parce qu'il y a au moins deux choses qui l'ont emporté dimanche et il y a des gens qui ont perdu. Ce qui l'a emporté, c'est la République. C'est-à-dire qu'il y a eu un cordon sanitaire qui a été décidé, que nous avons impulsé. Mais sur ce point, il est d'accord avec vous, le président de la République. Il dit que personne... Oui, mais il dit que finalement, le seul vainqueur, c'est le Front républicain. Laissez-moi finir la démonstration. Je reprends mon terme. Il y a donc quelqu'un qui l'a emporté, c'est la République. Et donc quelqu'un qui a perdu, c'est ceux qui ont été quelque part, j'allais dire, rejetés par un vote majoritaire que j'estime républicain, qui est le Rassemblement national, qui espérait bien gouverner, tout le monde le savait. Et puis il y a une deuxième force qui a perdu aussi. C'est que M. Macron avait une majorité relative, il n'a plus de majorité, il est minoritaire. Et donc, par conséquent, il y a quand même un groupe, une coalition qui, de la même manière que la majorité relative de M. Macron en 2022, l'a emporté. C'est pas tout à fait de la même manière, on le répète, mais le nouveau Front populaire, c'est 188 députés contre 250 environ pour la majorité, l'ex-majorité présidentielle. Quand vous n'avez pas la majorité absolue, le fait que vous soyez à 50 de cette majorité absolue ou à 30, ça ne change rien. Ça ne change 70 rien. députés, ça ne change rien ? Non, ça ne change rien. Quand vous n'avez pas la majorité absolue, la preuve que ça ne change rien, c'est que pour essayer de passer en force toutes leurs lois sans les bouger d'un iota, ils ont dû surutiliser le 49.3. Donc ça ne change rien. Monsieur Macron est en train de vouloir refaire l'élection et je pense que c'est problématique parce que si les Français se déplacent et qu'ils ont l'impression que quand ils se déplacent, finalement, rien n'a changé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas plus de... Personne ne l'a emporté. Je pense que la prochaine fois, ils regarderont peut-être à deux doigts, ce que je n'espère pas, évidemment. C'est du déni ou de la provocation ? Comment vous l'interprétez, au-delà du fait qu'il veut refaire... C'est une espèce de manipulation, etc., de façon à biaiser et à contourner l'issue et le dénouement de ces élections. Il a voulu ces élections. Il a mis le pays en difficulté pendant 7 ans, notamment en banalisant le RN. Il veut ces élections. Manifestement, le résultat, il ne l'attendait pas comme ça. Le RN, j'estime, est battu dans ses perspectives de gouverner. Et c'est important parce que c'est la première fois en Europe
qu'un pays donne un coup d'arrêt à l'extrême droite depuis bien longtemps. Et puis la deuxième chose, c'est que on a une majorité relative, donc nous demandons à faire en sorte qu'il nous laisse gouverner, qu'il respecte le choix des électeurs. Géraldine Vosner, est-ce qu'il refait l'élection pour reprendre les propos d'Éric Coquerel? C'est vrai qu'on constate qu'il cherche à gagner du temps, ça, je pense qu'il n'y a pas le moindre doute. Mais néanmoins, j'ai quand même une question pour Monsieur Coquerel, parce qu'il souligne aussi une réalité, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas de majorité absolue, que l'ensemble du groupe NFP, c'est 194 députés. Pour faire passer un texte, il en faudra 289. Et pourquoi? Alors moi, je regarde un peu ce qui se passe dans les autres pays. Normalement, avant qu'on nomme un Premier ministre, on vous demande à vous de la construire, cette majorité absolue, par des alliances préalables, sur un programme, et après de proposer un Premier ministre qui pourrait porter ça. Donc vous en êtes où? Parce que si demain, comme vous dites, il vous donne le pouvoir, il n'y a pas un seul de vos textes qui sera voté, avec qui vous travaillez? Une première remarque. Moi, personnellement, je rejette la Ve République, je pense que c'est à bout de souffle. Et par exemple, le régime parlementaire allemand me va mieux. D'accord? Mais nous n'avons pas ce régime et ce n'est pas nous les responsables. D'accord? Ce n'est pas nous les responsables de cette dissolution, ce n'est pas nous les responsables de ce qui s'est passé pendant 7 ans. Donc, à partir de là, M. Macron a rendu la situation difficilement gouvernable. Ah oui, mais n'empêche qu'elle est là. Je trouve normal, oui, d'accord, mais je trouve normal qu'il faut à minimum respecter quand même qui s'est exprimé. Nous, on est là, on dit, OK, on va relever le gant. On verra bien ce qui se passe. On va relever le gant et on le tente. Au moins, j'allais dire que dans toutes les solutions que M. Macron a devant lui, très franchement, c'est la moins pire des solutions. La pire des solutions, ça serait, comme vous le dites, de gagner du temps, d'essayer de biaiser. Au bout d'un moment, de toute façon, la réalité va le rattraper parce qu'il n'aura pas de majorité du tout, et bien moins encore que nous ne l'avons nous. Et ça, à mon avis... Mais vous ne répondez pas à la question de Géraldine Vosner. J'ai posé une question, avec qui vous faites passer vos textes? Alors je vous réponds concrètement comment on compte faire. Est-ce que vous tendez la main à l'aile gauche pour aller dans le sens de Géraldine Vosner, de la Macronie, comme Carole Delga? Je vous réponds comment nous comptons faire. Alors tendre la main à toute personne qui est d'accord sur notre programme, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc là, j'ai vu que dans la Macronie, ça bouge. Il y a des gens qui ont envie de bouger jusqu'à être d'accord. C'est-à-dire que vous ne bougez pas votre programme, vous faites aucune concession. Ça, on l'a dit. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, c'est notre contrat devant les Français. Attendez, laissez-moi répondre. C'est notre contrat devant les Français. Et notre programme, c'est pas le fait que ça soit la table de la loi. C'est pas le fait de respecter les 101 propositions. Vous savez qu'en Allemagne, ça se passe pas comme ça dans le régime parlementaire. Bien sûr. Chacun vient avec un programme et ensuite on reconstruit une plateforme. Ça ne nous a pas échappé qu'on n'est pas en Allemagne. En Allemagne, il y a une majorité. Vous vantiez l'Allemagne et le régime parlementaire qui vous allait mieux. En Allemagne, il n'y a pas de président de la République, en tout cas, il inaugure les chrysanthèmes pour aller vite. Il y a un Premier ministre qui est responsable uniquement devant le Parlement. C'est la seule, c'est la seule expression du pouvoir exécutif. C'est pas comme ça en France. Moi, je veux changer cette République. Quand nous aurons l'occasion, nous ferons une constituante pour une 6e République. Mais là, aujourd'hui, on hérite d'une situation que M. Macron nous met dans les bras. Donc, à partir de là, on doit faire avec. Alors maintenant, je vous réponds concrètement comment on fait. La question, c'est que on va se présenter devant l'Assemblée nationale avec notre programme. Il se trouve que notre programme, il est séquencé. Bon, on a 15 premiers jours. Dans ces 15 premiers jours, vous avez à peu près 3/4 du programme qui passe par décret. C'est pas antidémocratique. Non. C'est totalement antidémocratique. Écoutez-moi, non. Écoutez-moi bien. Il passe par décret, non pas par choix. C'est parce que quand vous augmentez le SMIC, ça passe par décret. Vous n'augmentez pas le SMIC par la loi. C'est comme ça. C'est pas une méthode de gouvernement, dit Raphaël Glucksmann. Non, mais, qui est du nouveau Front populaire. D'accord, j'ai entendu, mais vous avez remarqué que... Le courage... Mais attendez, expliquez-nous comment vous voulez fonctionner et quelle sera votre stratégie. Allez au bout de votre raisonnement. Voilà. Raphaël Glucksmann, vous avez remarqué que ce n'est pas vraiment le centre de gravité aujourd'hui de ce qui exprime le nouveau Front populaire. Oui, d'accord, mais ce n'est pas le centre de gravité place publique. Je vous réponds. La question des décrets, là, dont je vous parle, ce n'est pas un choix de prendre des décrets plutôt que des lois, c'est qu'il se trouve qu'on a un ensemble de mesures qui passent par décret. Là, par exemple, vous avez remarqué que M. Attal avait décidé, moi ça me pose problème qu'il puisse le faire, mais le système le permet, de permettre de transformer le système pour les chômeurs par décret. Voilà, ça se fait par décret. Moi, c'est vrai que c'est un problème, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc le SMIC, ça se passe par décret. L'augmentation des minima vieillesse, ça se passe par décret. Et on a comme ça un certain nombre de mesures où ça se passe pas par la loi. Et l'abrogation de la réforme des retraites. L'abrogation de la réforme des retraites, il y a 2 façons de faire. Soit il y a, pour l'instant, on a un décret qui permet de ne pas l'appliquer pour les gens nés avant 1968, qui fait qu'on la gèle et puis on voit après plus tard pour l'abroger. Moi, je pense qu'on peut la faire voter.
personnellement. Mais et je vais vous il dire faudrait une chose, qu'Emmanuel Macron les signe, vos je décrets. pense qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour aboger la... Bien sûr. On est d'accord avec le RN. Il n'y aura pas que Avec le RN. qui vous verrez. voudra. Mais ça vous gênait que les macronistes votent, reçoivent le soutien du RN? Non, ce qui me gêne chez les macronistes, c'est quand ils font une loi immigration qui, pour avoir le vote des RN, intègre le programme du RN, c'est-à-dire la préférence nationale. Moi, si je fais une loi qui annule une loi antisociale sur une base de gauche, c'est après aux députés du RN de faire ce qu'ils veulent faire par rapport à ce qu'ils avaient dit devant leurs électeurs. Ce n'est pas la même chose. Là, je ne pars pas du programme du RN pour avoir le vote du RN. Je pars d'une mesure de gauche qui est l'abrogation d'une réforme injuste et qui, vous le savez, avait 75% des Français contre lui. Alors donc, je vous réponds concrètement. Je pense que cette loi-là, on l'abroge. Après, il reste une deuxième partie de mesures à voter, qui sont les mesures d'ordre fiscal. D'accord ? Ça, je les connais bien, parce que en tant que président de la Commission des Finances, figurez-vous, les mesures qu'on va proposer, taxation des superdividendes, lors de la dernière Assemblée nationale, qui pourtant nous étaient moins avantagées, elles ont été majoritaires dans ma commission. Et là, ça sera la même chose. On va voir avec les députés ce qu'ils votent. Est-ce qu'eux, ils sont d'accord pour aller prendre un peu de l'argent aux superdividendes qui sont, j'allais dire, une manière quand même très injuste d'utiliser l'argent des entreprises, puisque ça part directement dans les poches d'actionnaires, ça s'investit pas et autres, pour permettre justement d'assurer le financement, par exemple, un exemple, des entreprises qui seront en difficulté parce qu'on va augmenter le SMIC à 1 600 € et qu'il faudra aider temporairement. On verra bien ce que font les uns et les autres. Donc vous allez chercher des majorités texte par texte, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on va faire texte par texte. Et moi, de l'expérience que je viens de tirer de la précédente Assemblée, non mais je comprends que vous pensez que c'est pas possible, mais moi je vous dis que concrètement, ces 15 jours, je pense que nous pouvons avoir les majorités et le vote de crédit. Précisément, pour faire écho à ce que dit le président de la République, lorsque Emmanuel Macron, parce que Éric Coquerel dit c'est pas clair et explicite dans sa lettre, lorsqu'il parle d'une majorité plurielle et solide, est-ce qu'il exclut d'office le Rassemblement national et la France insoumise, oui ou non ? Oui, je pense que dans son esprit, il exclut la France insoumise et qu'il espère créer les conditions d'une coalition qui aurait une majorité supérieure aux 182 ou 3 députés dont dispose aujourd'hui le nouveau Front populaire. En clair... Mais pourquoi il ne l'écrit pas dans sa lettre ? Parce qu'il donne la main au parti, pour l'instant. C'est quand même ce qui ressort de cette lettre. Enfin, la deuxième partie de la lettre, c'est en gros... À vous de jouer votre chambre. Voilà. Oui, on peut le résumer comme ça. En tous les cas, il donne la main au parti et il verra ensuite ce que lui renverront les partis comme proposition. Donc on voit bien que lui-même essaie de donner un peu de visibilité à son calendrier et on imagine que le gouvernement Attal va être démissionné sans doute avant le 18 au passage, pour permettre aux ministres députés de pouvoir participer au vote de la présidence de l'Assemblée. Et après, ce gouvernement expédiera les affaires courantes sans expression autre que les urgences. Quel est le rôle que vous donnez d'ailleurs au président ? Parce que vous dites, donc il y a des textes qu'on passera par décret, d'autres ce sera des majorités projet par projet. Et le président dans tout ça, il est absent de tout ça ? Théoriquement, le gouvernement est responsable de la politique de la nation devant l'Assemblée nationale. Voilà. Bon. Donc ce gouvernement, il doit à un moment donné se présenter devant l'Assemblée nationale. C'est pour ça d'ailleurs que l'idée de dire on va faire un espèce de gouvernement technique, alors même qu'il va y avoir des choix dès la semaine prochaine dans l'Assemblée nationale qui seront très politiques. Par exemple, les groupes doivent se positionner, ce qu'on est l'opposition ou la majorité. C'est très politique. Bon, donc tout ça, ça tient pas la route. Et pour répondre à ce que vient de dire Boudou-Jeudi, je vous rappelle une chose, c'est que les partis ont déjà répondu là. C'est-à-dire que lui, il entretient une fiction. Ça fait des jours qu'il entretient une fiction. Alors, ce n'était pas lui, au départ, ça avait été dit par ses différentes formations, comme quoi il y aurait peut-être un bloc central qui pourrait être majoritaire. Toutes les forces du nouveau Front populaire viennent de dire qu'il en était hors de question et qu'elles comptaient appliquer le programme et non pas tremper dans un espèce de bidouillage. Mais pas tout à fait. Je vous rappelle les mots de Raphaël Glucksmann ce matin qui dit « ça n'arrivera pas en répétant tout mon programme, rien que mon programme, et en disant aux autres, vous êtes là en spectateur du déploiement de notre toute-puissance minoritaire. Il faut discuter avec les gens qu'on a combattus. » Ça ne vous a pas échappé que Raphaël Glucksmann, mais il est seul sur cette position. La semaine dernière, il estimait qu'une coalition, ça serait très bien. Mais le Parti socialiste n'est pas sur cette position, le Parti communiste n'est pas sur cette position, les écologistes ne sont pas sur cette position, France insoumise n'est pas sur cette position. Il dit qu'il est hors jeu, quoi. En tout cas, il est pas capable, il n'a pas le rapport de force pour peser et changer la position du nouveau Front populaire. Donc ça, c'est une première réponse. J'ai cru comprendre cet après-midi que les Républicains qui viennent de reformer, un seul groupe,
avec M. Wauquiez, ne comptait pas non plus, j'allais dire, servir un peu comme ça de variable d'ajustement. Il demande un pacte législatif. Donc c'est une fiction, cette histoire. Voilà. Le président de la République, il est devant quelque chose, il essaye de biaiser le résultat d'une élection à partir d'une fiction. Donc moi, je l'invite à arrêter de faire des dégâts. Il y a une chose qui est à vraie, respecter la démocratie. Nora Hamadi, c'est que dans cette lettre, et après on donnera la parole à ceux qui nous regardent via ces questions qui nous parviennent, c'est que dans cette lettre du président de la République, le mot défaite n'existe pas. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne fait l'interprétation des urnes vues de son camp. Jamais. En fait, ce qu'il dit, c'est que la République a gagné. Et qu'il faut entendre le fait que si le Rassemblement national a fait vraiment un gros score en termes de voix, la majorité des Français n'a pas voulu lui donner le pouvoir et que, en fait, personne n'a gagné. Ce qui est déjà, en termes de positionnement et de rapport en fait, au fait, peut prêter en fait, à polémique. Et on l'entend en fait, depuis la publication de cette lettre, tout ceci prête à beaucoup de débats. Alors que mathématiquement, son camp n'a jamais été aussi rabougri. Donc de fait, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme d'appréhension du réel qui lui permet en fait de garder une place de centralité dans le dispositif, parce qu'il dit aussi un peu plus loin dans la lettre, en fait j'appellerai, je déciderai, je me laisse le temps et j'appellerai à Matignon une coalition qui sera susceptible d'aller de manière plus large au-delà de ce qu'on a fait jusque-là. Les Français nous demandent en fait de prendre en compte ça et d'être inventifs. Ce qu'il voit aussi, parce qu'il a l'œil sur Bruxelles, Monsieur Macron, c'est qu'en fait cette coalition elle existe déjà au niveau européen. Madame von der Leyen, qui va continuer, semble-t-il, qui a été redésignée, à la tête de la Commission européenne et va être confirmée certainement au Parlement européen par une coalition qui va exactement du PC, aux écolos, en passant. Non, si, pas le PC. Non, mais le PC n'existe plus, et la gauche, bien sûr. Le parti de la gauche qui est présidé par Manon Aubry Non, mais en fait, du coup, qui va d'une gauche écolo avec certains divers gauches jusqu'à la droite qui ne compterait pas en fait l'extrême droite. Donc cette coalition, par exemple au niveau européen au Parlement, potentiellement, c'est celle qui va porter, qui va donner sa confiance à Ursula von der Leyen. Là, ce qu'il se dit, c'est que potentiellement quelque chose d'à peu près du même ordre serait susceptible d'exister en France, mais c'est complètement aller à l'encontre du fonctionnement en fait majoritaire et de l'histoire en fait de ces dernières années qui ont conclu aussi à ce que il paraît difficile, au vu des rapports qu'il a instaurés avec ses groupes politiques d'opposition, de recréer une force centrale dans laquelle, une fois de plus, il serait en position de force au vu de son affaiblissement. Alors, on a des questions de téléspectateurs. Il y en a une de Béatrice pour vous, Éric Coquerel. Le NFP pense-t-il vraiment avoir gagné, qu'ils essaient d'ajouter les voix de ceux qui ont voté RN et LR? En gros, Béatrice, elle dit la France, elle est à droite. Je pense qu'on a doublement gagné. Voilà. Et d'ailleurs, ça va me permettre de revenir à ce que j'espère, contrairement à Bruno Jeudi, n'est pas la pensée du président de la République. Cette histoire de Nini. Parce que très sincèrement, le Nini, il a failli faire en sorte que le Front National, le Rassemblement National, soit majoritaire dans ce pays, à force de banaliser. Et s'il n'y avait pas eu, et du coup, par la voix de Jean-Luc Mélenchon, dès le premier tour, à 20h15, le fait que nous allions retirer nos candidats qui pouvaient permettre à un candidat RN de l'emporter sans même une condition, le fait de faire barrage au Rassemblement National, sans ces gens dont on parle de Nini, aujourd'hui, le Rassemblement National aurait gagné. D'accord ? Donc moi, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. On ne peut pas dire un jour, de compter un jour sur nos votes, nos voix, y compris pour élire des députés macronistes, et puis après, nous renvoyer sur le même plan, parce que ça, c'est ce qu'ils ont fait pendant 2 ans, même 7 ans, et ça a permis au Rassemblement National de progresser. Mais la France, elle n'est pas à droite. Non, je vous réponds. Donc ça, il y a une double victoire. La première victoire, c'est que nous estimons, nous revendiquons, Nouveau Front Populaire, avoir très largement été à l'origine de ce cordon sanitaire qui permet à la République de gagner. Deuxième chose, peut-être que la France est à droite, comme vous dites, mais dans les blocs qui sont aujourd'hui, les 3 blocs qui sont constitués, d'accord, dont un bloc, le Rassemblement National, est refusé de manière majoritaire par les Français, l'extrême droite, eh bien, dans ces 3 blocs, aujourd'hui, le bloc qui a le plus qui arrive en tête, c'est le nôtre. Qui a le plus de députés, c'est le nôtre. Oui, et donc, à partir de là, excusez-moi, mais je ne vais pas... Encore une fois, Non, monsieur Coquerel, je ne conteste pas le fait que vous avez gagné, mais vous avez gagné aussi avec des voix qui se sont portées sur vous, pas pour votre programme, vous avez raison, mais pour la question du désistement républicain. Donc il faut en tenir compte aujourd'hui dans le programme que vous allez mener
demain alors, si vous êtes non, vous arrivez au pouvoir. Je vous réponds sur deux choses. D'abord, ce que vous dites est vrai, mais est moins vrai que l'inverse. Vous savez qu'il y a 43%, par exemple, pour LFI, des électeurs de M. Macron qui se sont reportés sur nous, alors que nous, c'est quasiment 70%, ce qui fait qu'on a perdu au moins une vingtaine de bons députés qui ont été, et autant de députés RN. Mais ce que vous dites est vrai. Mais c'était vrai pour M. Macron. Il a, au deuxième tour des présidentielles, je vous le rappelle, il est passé grâce à nos voix. Au premier tour des législatives 2022, qui arrive en tête ? C'est la NUPES à l'époque. Ça ne l'empêche pas d'avoir essayé d'appliquer son programme. Donc moi, ce que je crois, c'est que ce qui a été valable pour lui doit être valable pour nous. C'est pas la même chose, Monsieur Coquerel. Là, il vous a pas échappé. On a suivi, justement, concernant ce programme, on a suivi tous les deux la même campagne. Et vous savez, parce que vous l'avez entendu tous les jours, matin, midi et soir, par les trois quarts de votre camp, hors la France Insoumise, que ce programme, il fallait surtout pas en tenir compte, qu'il ne fallait pas le regarder, qu'il ne serait jamais appliqué, et que c'est pour ça que les gens pouvaient être rassurés et voter pour vous. C'est la campagne qui a été menée dans tous les médias pendant 8 jours. Voilà. Et certains électeurs peuvent se sentir trompés. C'est la campagne qui a été menée dans les médias pendant toute une semaine. Allez. Je pense que dans 3 quarts des médias, on a entendu ça. Sur le terrain, c'est pas ce que j'ai entendu. Il faut qu'on parle de la suite. Sur le terrain, dans la campagne qu'on faisait avec tout le nouveau Front populaire, il n'y avait pas, et y compris d'ailleurs avec nos partenaires au niveau national, il n'y avait pas l'idée de dire il y a un programme, on balaye. D'ailleurs, des candidats PS l'ont dit. D'ailleurs, la preuve. Eux-mêmes. Non, vous me citez le seul candidat qui était pour une coalition, d'accord, qui est M. Glucksmann, et à chaque fois c'est lui que vous citez. Alors justement, M. Faure n'a pas dit ça. Il y en a un autre qui est souvent cité, Éric Coquerel. Comment ? Il y en a un autre qui est souvent cité, c'est Jean-Pierre d'ailleurs qui nous interpelle là en direct et qui nous dit, on parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon, mais n'est-ce pas lui donner un poids, une légitimité qu'il ne devrait pas avoir, et plus largement, on va profiter de la question de Jean-Pierre pour essayer de faire un point avec vous sur votre candidat ou votre candidate pour Matignon. Est-ce que des réunions ont lieu en ce moment ? Où en êtes-vous de votre choix ? Est-ce que ça n'est pas le moment, ce soir, après cette lettre du président de la République, de passer à la vitesse supérieure ? Que je vous donne le nom ? Ce soir, ça, j'imagine bien que ce serait l'endroit idéal, même. Mais sûrement. Non, mais après, ce retard, en fait, conduit aujourd'hui le président de la République à reprendre la main sur l'agenda. Oui, si, clairement. Si vous aviez été en capacité de sortir quelque chose dès lundi soir ou mardi, on n'en serait sans doute pas là aujourd'hui. Vous savez très bien que c'est pas ce retard qui fait que M. Macron veut essayer de biaiser et pas il l'a dit quasiment depuis le départ. Non, mais il y a eu 21 jours de campagne et ça fait 4 jours que le deuxième tour s'est déroulé et vous n'êtes toujours pas en mesure d'afficher un nom. Vous êtes tous excédés par cette lettre et le ton employé. Je vais vous répondre. Moi, je serai à votre place. Dans cette campagne, je n'ai pas arrêté d'entendre le fait que nous n'allions pas arriver à certaines choses. Alors, j'ai entendu le fait qu'une fois la dissolution, il n'y aurait pas l'unité. Il y a eu l'unité. J'ai entendu qu'il n'y aurait pas de programme. Il y a eu un programme. J'ai entendu qu'il n'y aurait pas de chiffrage. On est les seuls à avoir fait un chiffrage. Mais il n'y a toujours pas de Premier ministre. Ça, on l'entend tous les soirs. Hein. Oui, le fait qu'on vous disiez ça et que vous avez réussi. Et j'ai entendu, on est d'accord là-dessus. Excusez-moi, parce que ça n'a que 2 jours. Ça n'a que 2 jours. J'ai entendu dimanche les gens qui nous disaient, mais vous allez voir, ce que vous allez voir dès le dimanche, tout ça va voler en éclats, un peu ce que vous dites, c'est-à-dire, en gros, les gens n'ont rien à faire du programme, et donc il va y avoir une grande coalition qui va se faire, et ben ça s'est pas fait. Donc pas à pas, pour l'instant, ça avance dans la bonne direction. Mais qu'est-ce qui bloque ? C'est quoi ? C'est le bras de fer LFI, PS ? Non, c'est la discussion de savoir de quel groupe est issu le Premier ministre. Les discussions ont lieu en ce moment, et moi je vais vous dire une chose, je pense qu'on va réussir. Et je pense qu'on va réussir. Mais sur quoi portent les discussions ? Sur quoi portent exactement les discussions ? Nous pensons, France Insoumise, que c'est le premier groupe de la coalition qui donne le Premier ministre, comme ça s'est toujours fait dans la Ve République. Voilà. On pense que pour que les choses aillent plus vite, il faut une règle. Cette règle-là, elle est simple, elle est à respecter. Et si on l'appliquait, ça irait très vite. Vous avez entendu. Monsieur Faure est candidat, c'est son droit, c'est pas le problème. Et il ferait pas un bon Premier ministre, selon vous ? Il ferait pas un bon Premier ministre ? C'est pas le problème qu'il ferait pas un Premier ministre, c'est le problème que, tant qu'à faire, je préfère que le Premier ministre vienne de la force politique qui représente le mieux le centre de gravité politique du programme. Et non pas quelqu'un qui soit plus rassembleur. Et non pas quelqu'un qui soit plus rassembleur. Mais rassembleur par rapport à qui ? Par rapport aux macronistes, par exemple. Ah, mais le problème, là, qui pour certains mettent leur veto sur LFI. Mais vous allez remarquer une chose, c'est que là, pour l'instant, ma question, c'est comment on applique le programme. C'est pas comment on satisfait les macronistes. C'est pas ça la question. Vous allez gouverner, c'est quand même. Il faut avoir le sens du compromis. Si je me dis, je veux dire très très clairement, si la question c'est de se dire,
faisons plaisir aux macronistes, c'est la solution proposée par M. Macron. C'est une coalition, il y a, et puis qui réunit, qui exclut certains, qui en réunit d'autres. Pour faire plaisir aux macronistes, il faut faire ça. Bon, donc, vous voyez bien qu'il y a de fil en aiguille. Monsieur Faure, ça fera pas plaisir aux macronistes. Ok, mais ce qu'on a du mal à comprendre, Éric Coquerel, c'est ce qui va finalement mettre un terme à ces discussions que vous avez en ce moment sur qui doit nommer le Premier ministre. Quoi ? Comme dans toute discussion. Le chiffre ? Le chiffre, celui qui aura le nombre de députés le plus... Nous, c'est ce qu'on propose comme règle. Avec donc... Parce que c'est la plus simple et c'est celle qui permet d'aller plus vite. Mais avec, Monsieur Coquerel, le risque que les défections au sein de l'AFI, que les divers gauches viennent alimenter une force politique, par exemple, comme le PS. Ça, on verra, mais c'est pas le cas. Merci. J'ai bien compris. Pour l'instant, c'est pas le cas. Merci. Je tiens mes comptes. Je vous assure qu'on a au moins une dizaine de députés d'avance et on va peut-être en avoir même un peu plus. Merci, Éric Coquerel. Mais on va y arriver. Le message que je vous passe, c'est qu'on va y arriver.